Bonjour et bienvenue dans Réflexion naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Alors, amélioration de la circulation, on va voir que le froid crée une vasoconstriction dans un premier temps, mais après, bien sûr, c'est suivi d'une vasodilatation puissante, une réaction de l'organisme qui va faire ce qu'on appelle une gymnastique vasculaire. Et donc, cette alternance chaud-froid est très intéressante. Ensuite, donc, on en a parlé tout à l'heure, le froid brûle la graisse. Alors, le froid, dans un premier temps, il va stimuler la production de graisse brune, aux dépens de la graisse blanche, mais si vous exposez régulièrement, votre corps va aller chercher de l'énergie. Vous allez brûler. Imaginez que vous avez une alimentation qui est correcte. Pas trop de sucre. Très vite, vous allez brûler vos réserves de sucre dans la journée. Si derrière, vous mettez du froid, vous allez être obligé, pour produire une réaction de chaleur, déstocker de la graisse. C'est comme ça qu'il y a un livre qui a été écrit, Maigrir par le froid, en expliquant que lorsque vous exposez à peu près à 10 minutes de bain froid, 5 minutes même, ça équivalait à une bonne heure, 45 minutes de bon jogging. Voilà. Mais il y en a, ils préfèrent faire une bonne heure de jogging que 5 minutes de bain froid. Hein. Après, vous verrez qu'en fonction des tempéraments, effectivement, ça varie. Alors, pour produire de la graisse brune, il faut arriver jusqu'au frisson. Il faut que la sensation de froid reste là, soit vraiment présente. Donc, parce que si vous exposez 30 secondes, 1 minute à une douche froide, alors c'est bien, peut-être qu'il y aura des stimulations, mais ça ne suffira pas vraiment. Là où on a le plus de stimulation de graisse brune, c'est quand on vit dans un environnement où on est constamment soumis au froid. Par exemple, des pièces à vivre à 17, 16 degrés, tout le temps, 15 degrés. Sous Ceausescu, en Roumanie, mais les appartements étaient à 14 degrés, hein, dans des endroits, les orphelinats et tout ça, ça stimulait ça. Soit vous mourriez, vous n'adaptez pas, soit vous surviviez et vous développez des graisses brunes. Oui, parce que tu réagis bien, parce que tu as un côté sanguin. On verra pourquoi toi tu réagis bien comme ça, mais on verra qu'ici il y en a d'autres, ils ne supporteraient pas de sortir d'un bain dans un environnement froid. Ça va dépendre de vos capacités réactionnelles et aussi de la masse grasse que vous avez et tout ça. Alors, l'exposition à des températures froides peut activer le métabolisme des graisses brunes, même chez l'homme adulte. Ça veut dire qu'on pensait à une époque qu'on ne faisait jamais de graisse brune après l'enfance, que ça disparaissait chez les nourrissons une fois qu'on grandissait, qu'on était capable de transpirer ou d'augmenter son métabolisme par la thyroïde, hein, parce qu'il y a une immaturité de la thyroïde au départ pour faire face au froid et frissonner. Mais c'est possible. Je suis curieux d'ailleurs de voir les analyses du corps de Wim Hof, par exemple, par rapport au froid. Alors, donc les frissons, hein, pour aller jusqu'à la combustion des graisses, il faut aller jusqu'au frisson. Ça stimule une hormone qu'on appelle l'irysine, qui induit la combustion des graisses. Hein, c'est pour ça que je vous dis que des fois, il faut aller à la limite. Mais non, en naturopathie, on dit qu'un bain froid, on ne va jamais jusqu'au frisson. Parce que quand on commence à claquer des dents, à sortir comme ça, c'est qu'on a dépassé nos limites adaptatives. Donc il faut s'arrêter vraiment juste avant. Vous voyez ? Sinon vous allez mettre beaucoup de temps à vous réchauffer et vous avez beaucoup déperdition d'énergie. Maintenant, si vous le faites régulièrement, l'oxydation sera meilleure, je veux dire, vous n'aurez pas d'oxydation, vous avez une meilleure adaptation et vous supporterez bien ce frisson et vous finirez par vous réchauffer quand même. Mais on ne conseille pas d'y aller. Voilà. Ah ben oui, mais déjà, quand tu as froid, il est en train de s'adapter. Il crée une vasoconstriction, ta piloérection, tu commences à trembler, il crée une recherche d'augmentation de température. Mais ce n'est pas encore à la bonne température. C'est-à-dire que par rapport à ta déperdition de chaleur, le vent, le froid sur ta peau et tout ça, ton corps n'est pas capable de se réchauffer complètement. Maintenant, si tu produis beaucoup de contraction musculaire, ça va augmenter encore plus ta production de chaleur et donc là tu vas t'adapter parce que tu vas produire plus que ce que tu ne dépenses. Je parle au niveau calorique. Hein. Alors, courbature et bain froid, qu'est-ce qu'on fait quand on a des courbatures ? Est-ce qu'on fait un bain chaud, un bain froid ? Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Moi, je suis pour le chaud,
je l'avais dit, mais il y a des études qui ont montré que quand on prend un bain froid, on a une activation de certaines molécules qui sont plus facilement éliminées, qui créent la douleur. Mais attention, il ne faut pas confondre douleur et réparation tissulaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on prend du froid, on va avoir une diminution des sensations de courbature. Voilà, c'est une forme d'anesthésie et de nettoyage de molécules pro-inflammatoires. Ok, mais est-ce que ça va accélérer le processus de réparation? Alors, ça serait oui pour les sports d'endurance, mais non pour les sports où il y a vraiment des grosses lésions, où ça touche les fibres d'explosivité musculaire, les fibres, vous savez, de contraction forte. Alors, ça diminuerait quand même les courbatures pour certaines expositions. 15 degrés maximum pendant 15 minutes. C'est beaucoup 15 minutes à 15 degrés. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on ferait que des bains localisés, des demi-bains. Ça serait par exemple que les jambes. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont fait leurs études. Alors, voilà comment ça agirait, selon eux, par rapport aux courbatures. Les microtraumatismes aux fibres musculaires qui sont à l'origine des courbatures. Hein. Vous savez qu'une courbature, c'est un microtraumatisme, hein, une micro-lésion, micro-déchirure. Donc, qui apparaissent au bout de 24-48 heures. Il y a une sensibilité des fibres musculaires au calcium qui dépend de la température. C'est-à-dire que plus votre température interne est chaude, ce qui arrive quand vous avez une inflammation, hein, plus vous allez avoir une sensibilité importante à la douleur à cause de ce calcium-là qui est dans le muscle. En se plongeant dans un bain glacé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous diminuiez la toxicité du calcium, c'est-à-dire la sensation de douleur qu'il entraîne dans le muscle. Et donc, c'est comme un effet anti-inflammatoire. C'est ça les propriétés anti-inflammatoires du froid par rapport aux courbatures. Cependant, ça ne veut pas dire que vous guérirez, que vous cicatriserez la micro-déchirure plus vite. Ça n'a jamais été montré. Qu'est-ce qui permet la cicatrisation? C'est plutôt l'afflux de sang, avec des nutriments, avec des molécules, etc. Donc, moi, je pense qu'après avoir nettoyé avec le froid, mettez du chaud. Si vous voulez vraiment faire un truc idéal, vous prenez un bain très froid et ensuite vous remettez dans un bain chaud. Vous anesthésiez, vous éliminez le calcium, ce qu'ils disent là, apparemment, cette sensation de douleur, et derrière vous faites du chaud. Non, là c'est pas du tout de l'hormèse. Là c'est fait pour réparer de la fibre musculaire dans une étude. 15 degrés, 15 minutes. Je vous cite juste une étude là, c'est tout. Hein. Je vous dis pas c'est ce qu'il faut faire, patati patata. Eux ils disent voilà, il faut 15 minutes dans 15 degrés. Pour avoir des effets de nettoyage du calcium qui seraient toxiques en phase de réparation. C'est tout. Mais ça n'a pas un grand intérêt. Je veux dire, après un effort physique, plongez-vous dans du froid, même si c'est 2 minutes, c'est-à-dire très bien, et ensuite, on verra que dans toute phase de récupération physique, c'est de la chaleur qu'il faut. Un peu de massage s'il faut dans certaines circonstances, sinon c'est de la chaleur et de la chaleur et de la chaleur. Mais le froid a un effet intéressant en cryothérapie, dans les récupérations, je vous dis dans les sports d'endurance. Voilà les grands intérêts du froid. À cela, vous devez ajouter, bien sûr, tout ce que l'on a vu dans l'hormèse tout à l'heure. Augmentation du facteur neurotrophique pour le cerveau, création de nouveaux neurones, amélioration des capacités de sécrétion de testostérone, de noradrénaline, des facteurs d'assimilation nutritifs. Voilà, à peu près tout ça, ce qui est déjà pas mal. Et bien sûr, progressivement, vous vous adaptez aussi au froid. Vous résistez de mieux en mieux au froid. Ah si, la cryothérapie, ça descend à moins 100 degrés. Hein. À moins 80, c'est peut-être pas assez bas, oui. Il faut être en dessous de 100 degrés, ils disent. La cryothérapie a un intérêt vraiment de restructuration tissulaire. Voilà, enfin de stimulation de l'organisme. Hein. C'est pas le froid qui répare, hein. Mais plutôt dans les efforts d'endurance. Voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, on va retrouver les mêmes effets là.